Vas-y, encore un petit vas-y, peu où Jean-Christophe, on et y va. je laisserai entrer les gens au fur et à mesure. D'accord. Bon, merci en tout cas de votre présence à tous. Donc, ce webinaire a été organisé à l'initiative des collectifs Impact AI et puis Tech France. Hein. Bon, je ne vais pas revenir sur le caractère irrémédiable du développement de l'IA et notamment dans l'univers de l'éducation. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler d'intelligence artificielle et d'éducation inclusive ou éducation inclusive ou plus sensible aux particularités des apprenants. On en parlera tout à l'heure. Pour nous aider à travailler sur ce thème-là et pour échanger autour de ce thème-là, j'ai avec moi, par ordre alphabétique, Frédéric Bardot, président et cofondateur de Simplon, entrepreneur social, hein, comme il se décrira lui-même tout à l'heure. Ensuite, Anne-Charlotte Monneret, hein, secrétaire générale d'EdTech France. Ensuite, Oméric de Sarthe, président de Beach Boy et également administrateur d'EdTech France et en charge notamment de la cartographie. Il en parlera aussi tout à l'heure. Et Philippe Trottin, responsable de l'accessibilité numérique et en charge de la mission handicap chez Microsoft France. Voilà. C'est ça. Alors, merci à tous. Pour commencer, juste quelques mots pour introduire le sujet autour de la situation de handicap et d'éducation. De quoi parle-t-on? Bon, 12 millions hein, de personnes touchées par un handicap en France. 9,6 millions reconnus administrativement et on parle beaucoup de 80% de situations de handicap invisible. Alors, autant vous dire que dans la formation, c'est complexe. 361 000 élèves en situation de handicap, dont 87% sont scolarisés à plein temps, et on y reviendra aussi tout à l'heure, et 80% des personnes en situation de handicap ont un niveau inférieur au bac et des problématiques, on verra tout à l'heure également, d'accès à l'emploi. Je rappelle que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 18%, soit 2 fois plus important, et encore ceux qui s'inscrivent, évidemment, 2 fois plus important que le taux de chômage, on va dire, habituel. On distingue 4 catégories de situations de handicap, et on verra que c'est aussi, ça fait partie des problématiques, hein. Le handicap physique, le handicap sensoriel, dans lequel on va retrouver la vision, l'audition, le handicap de déficience intellectuelle, hein, ce sont les maladies mentales notamment, et puis le handicap cognitif, dans lequel on va retrouver les neurodiversités, 10, autisme, etc. Je terminerai ce petit éclairage par un côté point sur la législation. On verra que ça a un impact important, mais que avec nos invités, on est peut-être en retard par rapport à la législation mise en œuvre. En 2005, la loi handicap, hein, l'obligation d'embauche hein, de 6% de personnes en situation de handicap, et pourtant on en est encore loin, hein, entre 3 et 4% entre le public, le privé. Et surtout en 2005 également, le droit à la scolarité ordinaire pour les personnes, pour les jeunes en situation de handicap. 2015, hein, le décret sur l'adaptation des dispositifs d'accueil et d'accompagnement pour les établissements, enseignements et organismes de formation. Je parlerai aussi, évidemment, et on en parlera de Calliope, de Datadoc, hein, évidemment, hein, important, puisqu'on parle là aussi de la situation de handicap, hein, point essentiel désormais pour les organismes de formation. Et je terminerai par un décret qui vient de sortir, puisqu'il est sorti le 2 avril 2021, dans lequel il est noté la prise en compte de la situation de handicap dans les référentiels de certification professionnelle, c'est-à-dire en clair les diplômes. On pourrait peut-être les micros, parce qu'il y a des micros qui... le décret de prise en compte donc, dans les référentiels de certification, dans les diplômes, et ça, tant au niveau des évaluations
qu'au niveau du descriptif des compétences et des activités, c'est-à-dire des métiers. Et ça, c'est essentiel puisqu'on fait vraiment le lien, cette fois-ci, entre dispositifs de formation, de montée en compétences et les métiers et l'accès à tous ces métiers. Première question que je vais poser à nos invités, c'est quel diagnostic faites-vous des innovations dans ce domaine, de leur diffusion, des freins, des tendances? Et là, je commencerai par un échange que qu'on a eu avec Frédéric Barbeau quand on a préparé ce webinaire, où il me disait que la législation est en avance sur les usages. Alors ma question, c'est faut-il être militant pour faire bouger les choses? Ben oui, je le crois. Je pense qu'il faut toujours être militant, notamment sur ces sujets-là. C'est vrai que c'est une situation un petit peu paradoxale, hein. On a un référentiel général d'accessibilité, on a normalement l'État qui doit montrer l'exemple sur l'accessibilité numérique, et on n'a que 24% des sites Internet de l'État qui sont accessibles. On a 2% des sites Internet qui sont accessibles au niveau global, alors qu'il y a un référentiel général d'accessibilité, il y a des lois qui datent de 2005, tu l'as rappelé. Donc effectivement, on est pourtant loin du compte. Donc dans les organismes de formation, c'est la même chose. On essaye de montrer l'exemple et on essaye d'être militant, mais quand on voit le potentiel et les opportunités que représentent les métiers du numérique qui sont très en tension, et tu l'as rappelé, le faible niveau de qualification de la plupart de nos concitoyens qui sont en situation de handicap, on se dit c'est gros comme une maison, il faut que toutes les personnes qui sont en situation de handicap s'emparent des métiers du numérique et se forment au numérique. Et en plus, on en reparlera aussi certainement, pourquoi est-ce que ça pourrait pas être eux-mêmes le fer de lance de l'accessibilité numérique, qui de mieux qu'une personne en situation de handicap pour aider les gens du numérique à intégrer ces choses-là. Mais effectivement, c'est pas ça qui se passe dans les faits, on est vraiment loin du compte. Et donc les gens préfèrent payer des amendes pour ne pas souscrire à leur obligation d'emploi. Et avec le décret de juillet 2019, certainement que les entreprises vont aussi payer des amendes pour masquer le fait qu'elles sont en retard sur la mise en accessibilité de leur site. Donc à Simplon, on fait notre part. On a 10% de personnes en situation de handicap dans nos formations. Mais le bout du tunnel est encore loin. On va dire que la marge de progression est encore forte. Alors, je vois des mains qui se lèvent. Je précise qu'à la fin des échanges, on aura un temps de questions-réponses, évidemment, sur lesquelles, donc n'oubliez pas vos questions. Et c'était pas une question, en fait, okay. C'était juste un signalement. J'ai essayé de me connecter à la réunion Teams via le lien qu'il y avait dans le rendez-vous poussé dans mon agenda automatiquement. J'étais en attente, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, il y a sans doute deux liens. Et donc après, je suis repassé par le mail et par le site Eventbrite, etc. Et donc, je suis arrivé là. Donc, ça veut dire qu'il y a sans doute des gens qui pensent que ça n'a pas commencé parce que il doit y avoir deux liens Teams. Merci. On va refaire le lien. Alors merci pour cette introduction, Frédéric. Alors je vais poser la question à Anne-Charlotte pour EdTech. Bon, constat d'échec. Qu'est-ce qui fait que globalement on va pouvoir faire bouger les choses? Quels sont les freins et quels leviers on va pouvoir mettre en œuvre? Alors, pas forcément un constat d'échec, mais en tout cas le constat d'un paradoxe entre un écosystème de start-up EdTech qui mettent l'IA au service d'une meilleure expérience d'apprentissage très riche, et de l'autre côté une difficulté à pénétrer les établissements scolaires et à se retrouver dans les mains des enseignants et au service des élèves. Donc peut-être commencer par la richesse de l'écosystème et les différentes pistes d'application. Aujourd'hui, l'IA pour l'éducation dans le milieu scolaire, il y a des usages multiples. Ça peut être des assistants virtuels à l'apprentissage, comme par exemple Professeur Bob, des chatbots personnalisés pour l'orientation, comme Hello Charlie, l'aide à la reconnaissance de troubles cognitifs ou de handicap qui freinent l'apprentissage, comme Crocobo Digital, de l'aide à l'apprentissage personnalisé, de la lecture, de l'écriture, comme Learn & Go, Mobidis, Learn & Joy, des contenus pédagogiques qui, justement, grâce à l'IA, deviennent de plus en plus sur mesure, comme Didasque et Évidence B. Et on voit que tout ça, ça permet un apprentissage sur mesure qui est plus engageant et qui surtout permet le travail de l'enseignant, c'est-à-dire la différenciation. Et ça, c'est que le début de ce que le machine learning va nous permettre de faire.
Mais pourtant, on a un frein qui est que l'utilisateur final, c'est l'enseignant et c'est l'élève, et pourtant l'acheteur, c'est la collectivité. Et du coup, c'est difficile pour une entreprise privée EdTech qui utilise l'IA aujourd'hui d'aller se mettre au service d'un apprentissage inclusif et de faire un système scolaire français qui est assez inégalitaire. Et du coup, je pense que le frein numéro 1, c'est ça, c'est résoudre ce paradoxe de comment est-ce qu'on utilise la techno qu'on a, concrètement, comment on la fait rentrer massivement dans les écoles. Le deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a donc 550 EdTech en France. Il y a 350 entreprises qui sont membres EdTech France et elles vont investir massivement dans l'IA, ces EdTech, que ce soit pour la formation ou pour l'éducation. Mais on commence à avoir un manque de main-d'œuvre qualifiée, un manque d'experts en IA pour justement accompagner ce changement et donc une sorte de pénurie des talents que n'ont pas forcément la Chine ou les US. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai enjeu de formation des experts EdTech sur justement les technos de demain pour que nos EdTech soient aussi tech que Ed. Donc c'est les deux gros sujets avec le prisme EdTech France que je peux avoir et je suis ravie d'être là pour en parler avec vous. Merci Anne-Charlotte. Alors on va faire le lien avec Homérique, avec l'individu. L'individu, je crois que quand on en avait discuté, c'est pas si simple que ça quand même d'exprimer sur le sujet, tant d'ailleurs pour un dirigeant d'entreprise qui doit s'occuper d'embaucher justement ou de former, que peut-être pour des personnes déjà en situation de handicap. Oui, tout à fait. Et je suis entièrement d'accord avec le partage de Jérémy et celui d'Anne-Charlotte. Pour moi, il y a un élément clé au démarrage qui est de démystifier déjà le handicap, mieux comprendre qu'est-ce qu'on appelle handicap. Et pour faire un retour d'expérience, on a embauché chez PitchBoy une personne qui avait un handicap, de la dyslexie, et on s'en a rendu compte qu'au bout de 2 mois. Et ça a été une conversation qui était un petit peu difficile à avoir parce que quelque peu embarrassante, non pas que j'ai eu des a priori, mais parce que on constatait qu'il y avait des traces de dyslexie et il fallait lui poser la question. Et la réaction de la personne en question, qui travaillait très bien, c'était de dire bah oui, mais j'ai eu peur d'en parler parce que j'ai eu peur du rejet, j'ai eu peur aussi de pas être embauché. Pardon. Donc il y avait cette problématique-là. Et il faut pas faire tout un foin du handicap. C'est quelque chose qui doit pouvoir être abordé de manière complètement ouverte parce que ce ne sont pas... le terme handicap est lui-même handicapant. Tout de suite, quand on parle du commun des mortels, à monsieur et madame tout le monde, on imagine quelqu'un qui a des difficultés de mobilité ou autre. Quand on a découvert, en étant certifié Calliope, avec le fameux indicateur 26, ce que ça signifiait, en fait, le handicap. Est-ce qu'on parle de handicap sévère? Est-ce qu'on parle de handicap léger? Qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'on doit faire? Quelles sont les mesures correctives qu'on doit mettre en place? Et je considère que, en tant que société dans la tech, eh bien, on a les ressources en interne avec les développeurs pour faire les adaptations nécessaires. Un exemple concret, côté PitchBoy, on est sur le langage. Que fait-on si on a un apprenant qui est muet? Ou alors, quand on parle, mon interlocuteur me répond. Que fait-on quand on a un interlocuteur qui est sourd ou un interlocuteur surmuet? Ça nous a amené une autre réflexion qui est de dire, pour pouvoir pour répondre à l'indicateur, et c'est grâce à Calliope, et je pensais pas un jour dire ça, mais grâce à Calliope, on s'est dit, c'est formidable, on va mettre des sous-titres. Mais la mise en place de sous-titres, ça nous a ouvert d'autres perspectives, comme l'internationalisation. Donc, je pense que dans toutes les adaptations, et c'est dommage de devoir arriver à un point où on serait forcé de faire des adaptations, je pense qu'il faut que ça devienne une démarche proactive. On va trouver des opportunités dans ces adaptations, dans ces développements qu'on va faire, et ça va permettre de créer de l'inclusion, là où au départ, on voulait mettre une barrière en disant « Ah non, je peux absolument pas recruter quelqu'un qui a un handicap ». Tout ça, c'est des idées reçues, et il faut arriver à en parler pour mieux comprendre et pour trouver des solutions pérennes. Merci Homérique de cet éclairage. On va donner la parole à Philippe Trottin, avec lequel on a échangé également sur la difficulté, comme l'a dit tout à l'heure Anne-Charlotte, à mettre en place ces expérimentations. Elles existent, on le sait, on en parlera tout à l'heure, puisque c'est la deuxième partie de l'échange. Mais difficulté, alors Philippe.
Ben oui, en effet, Jean-Christophe, puisqu'en définitive, si on commence à parler d'intelligence artificielle, on parle de données, on parle de collecter des données pour pouvoir avoir un volume suffisant et entraîner les modèles qui vont nous permettre d'être pertinents par rapport à la situation que l'on veut régler. Et effectivement, dès qu'on commence à parler de données et quand on va parler d'enfants, pour récupérer de cette information, ben, on se doit d'être ultra vigilant parce qu'effectivement, il ne faut pas être en capacité de détourner ces données. Il faut aussi éviter quelque part de générer des biais qui seraient propres à une mauvaise collecte de données. Et donc, quelque part, il y a tous ces enjeux importants sur cette collecte. Et puis, justement, après, derrière, ces données, même si elles sont anonymisées, la vraie difficulté que l'on peut rencontrer, en tout cas, c'est ce que nous, on a rencontré une entreprise comme Microsoft en France, c'est compliqué de mener des expérimentations, on va dire, simplement parce que il peut y avoir un positionnement régional qui nous permettrait éventuellement de faire des expérimentations, mais dès qu'on essaye de remonter à un niveau national, c'est très très compliqué puisqu'en fait, en l'occurrence, le ministère de l'Éducation nationale ne veut pas forcément prendre position, ce qui est complètement normal puisque on est dans des environnements où on construit des solutions et on doit laisser à chaque enseignant la possibilité d'utiliser les solutions les plus adaptées à sa pédagogie, à sa façon d'enseigner. Mais quelque part, ça pose problème pour les gens qui travaillent sur ces solutions. Alors, si on complète sur la partie, on va dire, diagnostic, on s'aperçoit qu'on a aussi d'un côté des technologies qui vont vraiment très très vite. Quand on voit l'amélioration, par exemple, de la qualité de sujets de dictée vocale ou de possibilités de telle nature, ça va vraiment très très vite. Et en l'espace de 6 mois, 1 an, on a des qualités qui vont presque du tout au rien, entre guillemets. Et puis après, dans la mesure où il y a énormément de solutions, Anne-Charlotte présentait beaucoup de solutions dans la EdTech qui sont pertinentes, performantes et qui vont permettre d'améliorer probablement la pédagogie pour des élèves en situation de handicap. Mais on a une vraie difficulté à informer et à transférer cette information vers les principaux intéressés qui sont les enseignants, parce qu'il y a pléthore de solutions, parce qu'il faut qu'ils puissent faire leur choix, ils ne sont pas forcément tous technophiles, et quand en plus on parle d'intelligence artificielle, ça peut leur poser question, entre guillemets. Ouais, mais justement, merci en tout cas pour donc ce petit tour de table sur les freins et puis globalement la manière dont on pourrait peut-être trouver quelques pistes de développement. On voit que c'est pas simple. On voit que c'est pas simple et que je reprendrai l'échange qu'on a eu donc avec Frédéric au départ. Il faut être militant, il faut avoir envie évidemment de s'impliquer sur ce projet-là, mais on voit que les expérimentations existent. On voit que les solutions existent, en tout cas, elles sont encore à développer. Donc, ma question, c'est évidemment comment peut-on agir? Quelles sont les expérimentations? Des exemples, évidemment, de solutions concrètes qu'on pourrait partager avec des initiatives, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, Frédéric, je sais qu'il y a pas mal de projets qu'accompagne Simplon. Je pense à Intelligence Atypique, la participation à Initiative Numérique et Handicap. Donc, je te laisse la parole pour nous parler un petit peu de tout ça et puis de ces expérimentations à partager. Oui, avec plaisir. On reprend le verre à moitié plein. Là, il y a aussi des solutions. Tu as raison. Et donc effectivement, il y a, je le disais, des personnes en situation de handicap dans quasiment toutes les formations Simplon, ce qui est loin d'être évident, mais ce qui apporte une richesse considérable dans les collectifs apprenants en termes de mixité, de parcours. C'est assez génial. Et on a effectivement essayé, avec nos amis de Microsoft et Philippe Trottin pour le dénoncer, de pousser les feux aussi sur la mixité entre les personnes en situation de handicap et les personnes qui ne le sont pas, et notamment sur la question de l'autisme, en travaillant sur la neurodiversité et donc sur ce qu'on appelle les neurotypiques et les neuroatypiques. Les neurotypiques étant des gens comme moi, par exemple, parce qu'après je ne sais pas et je ne vous inviterai pas à vous déclarer typique ou atypique. Et donc, on a bouclé la boucle en proposant, dans le cadre des écoles IA Microsoft by Simplon, donc qui forment des demandeurs d'emploi au métier de l'IA. Donc là, l'IA devient non seulement un contenu de formation et une possibilité, mais un moteur d'employabilité, de se dire, on va s'attaquer à la question des neurotypiques et des neuroatypiques, mais au lieu de se dire, on va mélanger des personnes neuroatypiques et des personnes neurotypiques. On sait que les troubles du spectre autistique nécessitent
on va dire, des accompagnements particuliers comme tous les handicaps, et que la sociabilité des personnes neuroatypiques est assez complexe, mais on ne voulait pas renoncer à la mixité et à la diversité. Donc en fait, au lieu de faire une école avec une promotion, on a fait 2 promotions. Une promotion d'intelligence typique et une promotion d'intelligence atypique. Donc chacun est dans son petit couloir de nage dans sa progression pédagogique, mais les 2 promotions sont en parallèle et travaillent ensemble dans le cadre de projets. Et donc ça a été, on a publié un petit livre blanc dont je pourrais poster le lien dans le chat, mais ça a été une expérience humaine déjà incroyable, mais aussi pédagogique incroyable. Et cette mixité-là, Philippe en parlerait aussi bien que moi, voire mieux, a été complètement incroyable. Et en plus, c'est pour la petite anecdote, ces 2 promotions ont été lancées quasiment le jour du premier confinement. Donc il faut imaginer ces 2 promotions avec les fragilités des uns et des autres, qui ont toutes été mises en valeur. On a tous été très fragiles pendant le premier confinement. En fait, se sont passés, donc on a switché tout le monde en téléprésentiel. Donc pour la petite anecdote, il y a un certain nombre de personnes neuroatypiques qui ont dit moi je trouve ça génial parce que j'ai déjà du mal à interagir avec les gens, donc moi ça me va très bien qu'on soit confiné et qu'on puisse faire du téléprésentiel. Et il y en a d'autres qui nous ont dit le contraire en disant non, moi j'ai pris une formation en présentiel exprès pour pouvoir pousser mes skills de sociabilité, etc. Donc ils étaient un peu déçus, et c'était la même chose sur la promotion typique, où on a tous été un peu mis au pied du mur. Mais voilà, c'est une expérience assez incroyable, et je posterai les résultats du livre blanc et de l'analyse de cette expérimentation. Donc c'est possible de faire de la mixité et de respecter les handicaps des uns et des autres. Merci Frédéric. On a vu tout à l'heure que la problématique, c'était pas une problématique, on vient de le voir encore, d'expérimentation, de dispositifs, etc., et que tout le monde est prêt à bouger. Comment, Anne-Charlotte, on fait pour aller de l'avant, faire connaître ces initiatives Oui, c'est vrai qu'il y a un enjeu d'évangélisation et de cartographier en fait les solutions en présence, parce que c'est vrai que même moi au sein d'EdTech France, parfois je me perds un peu face à la diversité des solutions innovantes qui existent pour mettre l'IA au service d'un système éducatif inclusif. Donc il y a plusieurs pistes pour ça. Grâce à Homérique, nous on a cartographié de manière générale nos membres avec des spécificités de filtres, mais grâce à Jean-Christophe ici présent, à Bettina et au partenariat entre Impact AI et EdTech France, on est en train de lancer donc l'initiative d'un livre blanc qui passe par un questionnaire qui va permettre en fait de recenser toutes les initiatives en lien avec l'IA, l'éducation et la formation pour justement mettre en avant les choses qu'on l'on fait bien, que ça soit via des structures privées, associatives, portées par des collectivités, par des personnes individuelles, pour justement se rendre compte déjà des domaines qui sont adressés en priorité et des choses que l'on n'adresse pas peut-être aussi. Donc on vous fera circuler le questionnaire si vous êtes ici parce que vous avez en l'occurrence une solution à proposer, mais donc ça c'est le premier aspect, répertorier, mettre en avant, cartographier et pouvoir ensuite transmettre toutes ces informations au pouvoir public qui sont investis sur ce sujet de l'IA. Je rebondis sur la difficulté d'accès aux salles de classe évoquée tout à l'heure. Il existe en effet un dispositif qui s'appelle EduUp qui permet de financer des projets en lien avec le numérique de la maternelle au BTS et qui a des thématiques. Et cette année, la thématique de 2021 à 2023 inclut les ressources numériques qui se basent sur l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté des pouvoirs publics de favoriser ces ressources numériques au sein de la salle de classe, mais ça reste des dispositifs qui sont sélectifs et qui sont pas forcément massifs, mais c'est déjà un bon début. Donc si vous êtes une start-up IA EdTech, le dispositif EduUp, qui est en place depuis quelques années maintenant, fonctionne très bien. Et ensuite, sur l'aspect formation, justement des experts IA de demain, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui existent, celle de Simplon, celle de, par exemple, Avon City School, qui parle cet après-midi, qui pareil, se concentre sur l'IA. The AI Institute aussi, qui est un nouveau bootcamp en IA fondé par le fondateur du livre scolaire. Il y a la plateforme Marseille, qui vient d'ouvrir un cursus dédié à l'IA.
l'IA. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de formations courtes, longues, pour les professionnels, pour les demandeurs d'emploi, pour les start-upers, pour justement se saisir de ces enjeux de l'IA. Donc pour moi, c'est des choses positives et il faut avancer sur tous les fronts en même temps. Et on est aussi donc partenaire de la Caisse de dépôt sur ces sujets pour justement essayer d'aller chercher un petit peu de fonds pour que les jeunes pousses qui soient sur l'IA à impact et avec des thématiques d'inclusion puissent se financer grâce à des opérateurs d'État comme la Caisse pour grandir et diffuser au maximum leurs solutions. Donc voilà, il y a le volet dispositif, formation et investissement et c'est vraiment chouette de voir que bien sûr, le marché de l'éducation va peser 500 milliards en 2025. Aujourd'hui, c'est digitalisé à 5%. Ça ne peut que aller dedans. Si on travaille tous ensemble, d'où l'importance de ces temps d'échange communs. Merci. Jean-Christophe, pardon, 2 petits ajustements techniques. Si vous pouvez juste éteindre vos micros, ceux qui ne parlent pas. Et Anne-Charlotte, si tu peux allumer ta caméra, je ne sais pas si je suis la seule à ne pas te voir, mais… T'es la seule, parce que nous, on la voit. Ah d'accord, bon bah très bien, donc pas de problème, excusez-moi. Merci, merci Anne-Charlotte pour résumer donc une enquête à remplir, un livre-plan à venir, une cartographie déjà, on va dire déjà en ordre de marche et je poserai la question à Oméric pour rentrer un petit peu quand même dans la technique parce qu'on parle de l'IA, on parle de beaucoup de choses dans l'IA, mais quel type de techniques de l'IA peuvent être utilisées dans ces cadres-là ou que toi tu utilises ou est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus un petit peu, simplement pour faire une segmentation là aussi. D'accord. Alors, je vais être un petit peu provocateur. Je vais reprendre le terme de Luc Julia avec son livre « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Pourquoi? Parce que ça me paraît important de rappeler déjà ce qu'est l'intelligence artificielle. Ce sont des algorithmes que l'on a entraînés avec des données de référence. Donc, quand il s'agit de sujets génériques, comme reconnaître une voiture d'un camion, quand il s'agit de reconnaître différents types de handicap, il faut avoir la donnée pour pouvoir entraîner les bons algorithmes, pour pouvoir détecter les bonnes informations et pour pouvoir fournir l'information de manière intelligible. Donc, je comprends aussi la problématique de la pénurie des talents, parce que on en fait face tous les jours, mais on peut aussi arriver à mettre en place des sujets avec des algorithmes plus simples, plutôt qu'essayer d'avoir quelque chose de très englobant et englobé. Il y a une anecdote, enfin un petit sujet que j'aime beaucoup. Si vous ne le savez pas, j'ai un tropisme chinois assez prononcé. En Chine, vous avez chaque province a sa chaîne de télé. Et la chaîne de télévision, donc vous avez plus d'une trentaine de chaînes qui sont disponibles à n'importe qui, là où nous, il y a quelques années, on avait 6 chaînes. Et la particularité de la Chine, c'est que vous avez énormément de dialectes, mais l'écriture est la même. Donc vous pouvez être quelqu'un basé à Shanghai, voulant regarder une série télé venant de Chine du Sud. Eh bien, comment vous faites? Vous ne pouvez pas comprendre ce qui est dit parce que le dialecte est complètement différent. Par contre, vous allez avoir des sous-titres qui vont apparaître sur l'écran de télé. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est juste du best practice et de la logique. Donc, quel va être l'impact de l'IA? C'est de dire, bah tiens, quand je suis sur de la reconnaissance vocale, et Microsoft fait un travail formidable sur ces sujets-là, ça va être de dire, comment est-ce que je détecte la personne qui a un accent de Marseille? Eh bien, il faut avoir suffisamment de personnes qui ont l'accent de Marseille pour entraîner la machine. Et c'est la machine qui va dire, ah, tiens, ça, non, ce n'est pas un Toulousain, ce n'est pas un Parisien, ce n'est pas un bobo des Batignolles, c'est un Marseillais. Voilà. Je dis ça parce que je peux me le permettre. Et tous les développements spécifiques que l'on va amener à faire au sujet du handicap, ça doit venir d'un besoin d'apport de services, de fonctionnalités, de bénéfices qui vont pouvoir toucher le plus grand nombre et permettre, et j'insiste vraiment là-dessus, l'inclusion. Vraiment l'inclusion. Et c'est pour ça un grand bravo à Jean-Christophe, à toute l'équipe derrière et aussi l'équipe derrière Tech France pour travailler sur ces sujets-là. Et la cartographie se veut d'être un modèle d'inclusion, un modèle de transparence et de partage d'informations. Merci Oméric. On va parler avec Philippe
donc d'expérimentation, lui qui en fait régulièrement, j'allais presque dire tous les 4 matins, et notamment une récente qui a été faite avec ce fameux hackathon qui a été lancé avec l'INSEA, c'est ça, on prononce comme ça là, INSHE. Voilà, ouais, c'est les acronymes toujours. Bon, en tout cas, un autre type d'initiative puisque on marche. Et on apprend en marchant, et donc je pense que c'est ce genre d'expérimentation à partager également. Je te laisse la parole, Philippe, pour nous en dire un petit peu plus sur le positionnement que vous avez pris. Alors en fait, on a effectivement co-organisé un événement avec l'INSHEA. Donc l'INSHEA, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, est rattaché au ministère de l'Éducation nationale, et ça a pour vocation, en définitive, à la fois d'étudier les solutions qui pourraient être utiles aux enseignants pour recevoir des élèves à besoins particuliers, mais en même temps de pouvoir aussi, entre guillemets, faire des formations, donc pour former ces enseignants. Et en l'occurrence, on a décidé de travailler en commun pour essayer de voir quelles sont les solutions qui pourraient manquer dans un certain nombre de domaines d'activité autour toujours de l'enseignement, évidemment, et de mobiliser à la fois des enseignants, mais aussi des entreprises, mais aussi des étudiants et des chercheurs également, de façon à couvrir un certain nombre de sujets. Alors, on a couvert des sujets très divers, hein. On a regroupé en 6 thèmes différents les sujets sur lesquels on voulait travailler, donc tout ce qui pouvait être autour de l'innovation inclusive au service de l'éducation à travers de la réalité virtuelle ou de la robotique pédagogique, par exemple, qui peut être utile dans un certain nombre de cas de figure. Tout ce qui va être solution d'apprentissage inclusive autour des mathématiques et du langage. On sait par exemple qu'aujourd'hui, les mathématiques pour des élèves dyscalculiques ou pour des élèves qui présentent des troubles cognitifs, c'est un peu compliqué. Le fait est qu'on n'a pas non plus aujourd'hui, par exemple, de solution pour faire de la dictée vocale d'équations mathématiques. C'est des sujets qui font que un certain nombre, finalement, d'élèves ne vont pas suivre des cursus autour, par exemple, de l'IA, puisqu'en définitive, les mathématiques leur sont indirectement interdits de par le fait de ne pas disposer de solutions pertinentes pour pouvoir en faire. Il y a ensuite des sujets autour des contenus, comment créer du contenu inclusif, comment s'assurer finalement que les manuels scolaires sont bien adaptés à des élèves présentant des troubles cognitifs, par exemple. Après, il y a des sujets autour de l'espace, de comment on se repère dans un établissement scolaire quand on est un élève, parce qu'en définitive, le repérage spatial et temporel n'est pas forcément un acquis pour un certain nombre d'élèves. Et puis, on a aussi un sujet qui est important, c'est comment en fait on va valoriser toutes ces actions, comment on fait pour finalement valoriser à la fois les élèves accompagnants dans les universités, par exemple, comment on peut s'assurer finalement qu'il y aura davantage d'élèves qui vont avoir la volonté d'accompagner des élèves en apprentissage, dans des domaines scientifiques, par exemple, mais aussi comment valoriser des initiatives d'enseignants qui pourraient justement travailler avec des EdTech sur des tests, sur des expérimentations, parce que quelque part aujourd'hui, en définitive, il faut aussi qu'elles y trouvent un intérêt pour pouvoir permettre justement de multiplier ce nombre d'innovations. Donc, pour le hackathon, on avait eu 90 inscrits à peu près, on a eu 60 participants sur les 2 jours, c'était le 27 et le 28 mai dernier. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, sont ressortis de là un certain nombre de thématiques sur lesquelles on va communiquer et des idées de projets qui sont plus ou moins pertinentes, hein. Et en définitive, un point aussi intéressant pour développer ces projets, et ce que moi je fais beaucoup en tout cas à mon niveau, c'est de travailler avec les écoles d'ingénieurs. On a plein d'écoles d'ingénieurs en France qui font des projets chaque année pour valider ne serait-ce que leur diplôme. En fait, toute cette force, toutes ces initiatives et tout le travail qui est mené par ces écoles, à la fin de l'année, est souvent jeté à la poubelle parce que le projet est fini, ils ont validé leur diplôme et les actions sont terminées. On a fait travailler cette année des élèves autour de l'intelligence artificielle pour améliorer, par exemple, la qualité de vie des personnes ayant un locked-in syndrome. Comment faire pour capturer de l'information et proposer, par exemple, un clavier adapté qui va utiliser de l'intelligence artificielle pour permettre à des élèves qui seraient empêchés
de par leur mobilité, de pouvoir suivre des études. Typiquement, ça a été réalisé par des étudiants et ça permet derrière de déboucher sur des projets open source qui peuvent être confiés à des entreprises EdTech. Donc ça peut être une boucle vertueuse, entre guillemets, pour initier des projets à travers des étudiants qui eux-mêmes savent un peu quels sont les besoins et les difficultés qu'ils vont rencontrer par rapport aux trajectoires qu'ils veulent se donner, et en même temps pouvoir derrière avoir des suites à travers des sociétés de la EdTech pour trouver des solutions pertinentes adaptées. Merci Philippe. Alors on va laisser la parole à quelques questions si vous le souhaitez. Et en attendant que les premières questions s'inscrivent sur le système conversationnel que vous avez sur votre droite, j'en poserai une première, parce qu'on a beaucoup parlé d'enseignement primaire, secondaire, supérieur, etc. Un peu moins de la formation professionnelle, c'est-à-dire en gros des gens qui sont en poste et qui, comme l'a dit Homérique, pour avoir des difficultés à s'exprimer, et pourtant le dispositif de formation, lui, il est valable pour tout le monde, les obligations, elles sont valables pour tout le monde. Est-ce que c'est si différent que ça de pouvoir appréhender on va dire l'éducation et l'adaptation de l'éducation pour ce type de profil? Peut-être Frédéric? Oui, je veux bien. Effectivement, on parle beaucoup d'entreprises apprenantes. Là, on est en plein dedans, c'est-à-dire que la frontière entre je suis en formation, je suis en situation de travail, je suis en formation en situation de travail, elle est complètement poreuse. Et donc, effectivement, les problèmes qu'on peut avoir en milieu scolaire ou même en enseignement supérieur, on a les mêmes en entreprise. Donc, il faut que les modules de formation soient accessibles. Il faut que la prise en compte des situations particulières des collaborateurs et des collaboratrices soit assez simple. Et donc, là encore, le mirage, on va dire, des MOOC ou des plateformes qui permettent effectivement d'avoir des contenus en e-learning, parfois peuvent buter sur certains types de handicaps, puisqu'ils sont pas tous full accessibles, loin de là. Donc là encore, effectivement, c'est dans on va dire la responsabilisation des collaborateurs et des collaboratrices, mais aussi des services RH et des services formation, qu'on peut avoir une belle rencontre entre l'offre et la demande. Mais là encore, les compétences numériques peuvent faciliter les choses sous réserve que ce numérique-là soit accessible et que les technologies servent à réduire les inégalités et à faire de l'inclusion et pas à créer le contraire, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Merci en tout cas Frédéric. Je compléterai la réponse de Frédéric, Jean-Christophe, en disant qu'en effet, c'est vrai qu'il y a une très forte porosité entre les trois segments scolaires, supérieurs et formation professionnelle. Et comme nous envoyait François Bocquet dans le chat, les familles de solutions liées à l'IA sont quand même assez similaires selon ces trois verticales. Il va y avoir les solutions liées à l'analyse du geste, les solutions liées au traitement vocal, les solutions liées à, la reconnaissance d'images faciales. Donc, c'est vraiment des grandes familles de solutions et justement, il y a une sensibilisation à faire pour pas que chaque segment de marché avance tout seul dans son coin et fasse plus ou moins bien les choses. Donc, c'est vrai que cette porosité est facteur de réussite et d'où l'utilité de cartographier et de référencer ce qui est fait. C'est que le ministère de l'Éducation nationale le répertoriait bien, dans l'enseignement supérieur aussi, et dans la formation professionnelle, il se fait tellement de choses que c'est vrai qu'on a un peu moins de visibilité sur des initiatives inclusives qui fonctionnent, et pourtant il y en a énormément vu le volume d'OF qu'on a en France, qui sont en majorité quand même des TPE, des PME. On a un maillage énorme avec plein de choses qui sont sans doute très bien faites un peu partout. Homérique? Oui, juste un petit commentaire très rapide. Je pense aussi ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il y ait une continuité dans le temps. Pour qu'une personne, un enfant qui a un handicap et trouve une solution qui lui convient bien quand il rentre dans la catégorie K-12, retrouve la même chose dans la partie formation sup et après dans son accompagnement jusqu'à la vie professionnelle. Qu'il ne soit pas, tiens, je viens de terminer mes études, c'est super, mais là, je suis plus avec mon logiciel qui m'aide à faire mes calculs et autres parce qu'il n'est pas adapté ou la solution, l'entreprise ne le propose pas pour un cadre professionnel. Ça, c'est vraiment un affaire auquel il faut faire attention et on a aussi tous ce rôle de rappel.
Autre question, je vais toutes les faire, hein, là, s'il n'y en a pas un à côté. Hein. Mais peut-être, moi j'avais une suggestion. François Boquet, qui est avec nous, de la direction du numérique pour l'éducation au ministère de l'Éducation, intervient beaucoup dans le chat. Donc je me demande, François, si vous vouliez prendre la parole un peu pour partager ce qui est fait de votre côté, les initiatives que vous voyez dans la veille et un peu une réaction globale sur tout ce qui vient d'être dit. Voilà, je me lance. Merci de me proposer. J'ai déjà donné beaucoup d'infos sur le chat et ça permet d'avoir les liens et que les gens puissent les visiter et les parcourir. J'adhère à tout ce qui est dit. Hein. Simplement, ce que je cherche à faire, c'est à faire connaître qu'il existe déjà, enfin que le sujet est pris en compte au niveau du ministère et ça ne se sait pas forcément dans le monde de l'industrie ou le grand public. Et que d'autre part, un grand nombre des initiatives qui sont présentes aujourd'hui, pas toutes heureusement, et c'est une bonne chose, sont déjà financées, donc soit préachetées, soit subventionnées, soit accompagnées dans le cadre d'un dispositif innovant qui est le partenariat d'innovation mis en place par des fonds de soutien à l'innovation. Et donc, le ministère de l'Éducation soutient indirectement, qui est le partenariat d'innovation intelligence artificielle, qui prend en compte justement la question de l'inclusion. Et puis, il y a également un autre qui relève plus de l'enseignement supérieur sur l'orientation, qui fait référence à des projets comme Hello Charlie ou d'autres que connaît bien Anne-Charlotte. Mais c'est vraiment important de faire savoir que on n'a pas, enfin, on peut toujours dire qu'on ne va pas assez vite, hein, mais on est vraiment sur des actions sur lesquelles on travaille étroitement avec des toutes petites entreprises ou des spin-offs de laboratoires de recherche, tout comme avec des très gros, puisqu'on travaille depuis très longtemps avec Microsoft, on travaille avec Google, on travaille avec Facebook, on travaille avec différents acteurs qui sont plus des startups, qui sont des très gros acteurs, et également des acteurs français comme Atos, comme Capgemini, comme voilà. Donc il faut faire comprendre que c'est un sujet dont on a conscience, sur lequel on travaille, sur lequel il y a vraiment des gens qui se spécialisent. Et c'est pour ça que je profite de votre événement sans le squattant un peu par le chat, peut-être, mais pour le faire connaître et que vous puissiez, toutes les personnes intéressées, puissent identifier des contacts. Moi, je pourrais redistribuer les contacts aux différentes personnes concernées en fonction de vos sujets. On a chez nous un spécialiste, par exemple, du suivi de l'intégration de personnes à besoins spécifiques, Patrice Renaud, qui connaît très très bien, enfin que les acteurs du domaine le connaissent sans doute, mais on a vraiment des points d'entrée avec lesquels vous pouvez échanger de façon efficace. Mais merci. C'est d'ailleurs avec Patrice Renaud qu'on a échangé pour relancer le hackathon avec l'INSHEA, puisqu'indirectement c'est lui qui est investi auprès du ministère sur ces sujets-là. Ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, les solutions que j'ai citées, Domotio, Mobidis, Learn & Go, je crois que j'avais pas dit Cabrilog, mais pareil, Tralalaire, Evidence B, tout cela ont bien sûr profité du P2IA, donc pour le soutien aux solutions numériques qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai que le ministère fait un travail assez incroyable de financement. Après, on a forcément le prisme privé où on a envie que les choses aillent vite, mais non, il y a un soutien fort sur ces démarches d'innovation. Après, c'est en effet parfois pas connu du grand public, mais en tout cas côté entreprise, celles qui en ont bénéficié le savent bien et le disent bien, et ça se communique au sein de l'industrie. Parfait. Merci en tout cas d'avoir partagé de cet échange parce que l'objectif tant d'Exploria que des collectifs donc EdTech et puis Impactia, c'est vraiment le partage des initiatives. Et si on a mis en place ce genre de projet, et pas simplement ce que vous voyez aujourd'hui, mais également le livre blanc, la participation à la cartographie, c'est justement pour faire connaître ces initiatives, pour pouvoir les dupliquer, les partager, parce qu'on voit qu'il y a cette complexité liée au manque d'informations. Les initiatives existent. Alors évidemment, on a parlé de financement. Les initiatives existent, il faut les faire connaître, mieux peut-être les financer, mais ça, je pense que on aura l'occasion également d'en parler. Et puis, il y a un autre sujet que j'aimerais également aborder, c'est l'attractivité du secteur et notamment, on va dire, de l'EdTech et notamment dans le domaine de l'IA, parce que on voit bien qu'il manque de ressources.
déjà dans l'IA, d'une manière générale. Mais quand on est absorbé à la fois par la finance et d'un autre côté par les IT, on va dire, les technologies de l'information, etc., comment derrière on pourrait attirer ces compétences vers le domaine de l'éducation, parce qu'il en manque. On en a parlé tout à l'heure, hein, c'est important en tout cas que des gens, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, hein, se forment pour de l'IA qui servent l'éducation. Peut-être, Philippe? Je peux peut-être intervenir là-dessus. En fait, je pense qu'il y a effectivement besoin d'avoir cette attractivité, et il y a surtout besoin aussi d'informer les jeunes des différents métiers existants au sein du numérique, parce que quand on parle d'IA, moi je me souviens, si on parlait du numérique il y a encore quelques années, globalement on voyait des gens bac+5 forcément qui avaient déjà un background très important, etc. Aujourd'hui, quand on voit dans les métiers autour de l'IA, on n'a pas forcément ce type de profil. On a des profils qui ont différents niveaux d'études, qui peuvent aller effectivement d'un niveau d'études avancé, mais qui peuvent aussi être avec un niveau d'études bien moindre, et donc ça permet de brasser davantage de monde également, puisque tout le monde ne va pas non plus forcément aller faire des études supérieures. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer que c'est dans ces nouveaux métiers du numérique, on va avoir une diversité de profils, il faut simplement être capable d'informer, et puis ces métiers se créent, il y a des métiers qui n'existaient pas encore il y a quelques années, et on sait pertinemment qu'il y a de plus en plus de nouveaux métiers qui arrivent. Alors la difficulté, c'est de mettre en place les formations, et je pense que Frédéric peut en parler, parce que derrière, pour s'adapter à ces nouveaux métiers, à ces nouveaux modes d'utilisation et d'usage, il faut avoir des gens qui vont très très vite pour créer des formations adaptées rapidement. Donc forcément, l'éducation nationale va avoir plus de difficultés, parce qu'ils doivent être en capacité d'adresser le plus grand nombre, ce qui est logique, c'est la philosophie de l'éducation en France, et donc on est obligé effectivement de mettre en place des formations vraiment très très spécifiques, ponctuelles et adressant un public probablement beaucoup plus ciblé, pour pouvoir avoir et gagner en agilité, entre guillemets. Ce qui est du coup une offre assez complémentaire, je pense, avec ce qui existe aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale. D'autres interventions sur le sujet, Anne-Charlotte, peut-être, hein? Oui, je rebondirais en plus sur ces sujets des métiers de demain. Se pose la vaste question de la mixité et de comment est-ce que on réduit l'écart qui existe entre les hommes et les femmes sur ces métiers techniques qui utiliseront de plus en plus l'IA. Et il y a plein d'initiatives géniales sur le sujet, Chic & Code, Become Tech, les décodeuses, Startup for Kids. Il y en a vraiment plein. Et c'est vrai que l'aspect positif, je trouve, du fait que l'IA se généralise, c'est qu'on a conscience de ces biais, qu'on a vu ce qui se passait quand on les traitait pas, et que pour éviter que les produits de demain justement n'aient des biais de genre au sein même de leur conception, c'est très important d'intégrer ce paradigme de la mixité dans les formations d'aujourd'hui pour les métiers tech. Donc ça, c'est un autre sujet sur lequel il faut être très vigilant, et c'est de mieux en mieux traité, mais c'est vrai qu'on va voir les effets sur les 5 prochaines années, donc autant sur l'éducation initiale que supérieure que formation pro. C'est vrai qu'il faut avoir en tête en permanence l'équité dans les cursus au maximum. Frédéric, peut-être une intervention aussi sur comment on les attire, puisque je sais que vous êtes sur des circuits un petit peu plus courts, et donc forcément, comment on va les chercher, comment on les attire Oui, moi effectivement, je bois du petit lait sur les deux aspects, ce qu'a dit Philippe sur les métiers en tension, et là encore, souvent on critique un peu la lourdeur de l'appareil français. Moi, je voudrais dire qu'il y a 2 ans, on a identifié avec Microsoft et d'autres gens dans l'industrie un nouveau métier qui est développeur ou développeuse en IA, et qu'en fait on a créé des écoles pour former ces gens-là, pour les donner à l'industrie, qu'on a été à France Compétences, et que maintenant c'est un titre professionnel reconnu, voilà, donc ça marche et ça va vite, et donc maintenant les gens peuvent former sur ce métier-là. Et après, effectivement, c'est sur la féminisation des métiers, nous on est très engagés là-dessus, on n'est pas les seuls, bien sûr. On a 43% de nos apprenants qui sont des apprenantes, ce qui est complètement énorme dans l'industrie. Et sur les écoles IA, c'est 30%. Et effectivement, cette espèce de recrutement, il faut aller chercher les candidates par tous les moyens, voilà. Et on peut se planter à chaque étape. Mais sur l'IA, je dois dire que c'est des métiers et c'est des univers qui attirent beaucoup les femmes, parce que on leur parle pas de PHP, Python, machin, truc bidule. En fait, on leur parle de use case. On leur parle de qu'est-ce que on peut faire avec de l'IA, qu'est-ce qui se passe quand on met de l'IA dans les choses.
Et là, on va dire qu'on a beaucoup de candidatures féminines parce que là, ce qui les intéresse, c'est quels sont les pouvoirs magiques et quels sont les projets qu'on va pouvoir mener avec ces technologies-là. C'est pas l'aspect technologique qui les attire. Donc, on a effectivement beaucoup de candidatures féminines et on a fait une promotion à 90% féminine, là aussi dans les locaux de Microsoft. Et Carlo, le patron de Microsoft, le rappelle souvent, c'est la promo, toute promo confondue depuis 2013 où il y a eu le plus de collaboration de toutes les écoles Simplon. Donc en plus, dès que vous rajoutez voilà, un nombre anormalement élevé de femmes, ben vous avez un niveau de collaboration qui est énorme. Et question complémentaire, tout à l'heure on a parlé des types des niveaux et des types de profils. En fait, est-ce qu'il n'y a pas que des ingénieurs, quoi, en clair, hein, c'est accessible à peu près à tous les niveaux. Et je pense que d'ailleurs, pour connaître le référentiel développeur IA, je vois qu'il est quand même accessible à des niveaux de compréhension, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, plus sur l'usage que réellement la techno. Oui, complètement. Donc à Simplon, on a 60% de nos apprenants qui sont niveau bac ou infra-bac. Donc on est vraiment voilà, sur les métiers intermédiaires, bac plus 2, bac plus 3. Et le titre de développeur en IA, ça a été une petite bataille, hein, mais on l'a positionné sur un niveau 5. Donc ça veut dire un niveau entre bac plus 2 et bac plus 3. Mais la petite caractéristique, c'est que pour faire cette formation-là, il n'y a pas de prérequis. Donc, il n'y a pas de prérequis de diplôme. Il faut juste avoir, on va dire, des notions de maths du niveau de terminale et puis la connaissance d'un langage de programmation. Et donc voilà, on prend des gens qui sont niveau bac, en dessous du bac. On a aussi des gens qui sont post-bac, mais pas forcément en IA ou en informatique. On a des juristes, des musiciens, des gens qui sont en reconversion. Donc voilà, on espère que le diplôme est moins un marqueur d'inégalité, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bac plus 5 en psychologie, eh ben, ça peut très bien être un très bon ou une très bonne développeuse en IA. Donc c'est vrai qu'on est voilà, c'est des histoires de diplôme et de compétences. Hein, on est vraiment sur des choses qui peuvent être complexes, mais là aussi le système français est beaucoup moins rigide qu'on peut le décrire souvent. Et Oméric, hein, pour continuer le petit tour de table sur le recrutement, des difficultés ou tout est open aujourd'hui? Moi, je suis un grand partisan de la mise en situation. Pour moi, les connaissances, c'est très bien, mais on les a déjà dans les livres, on les a dans toutes les formations qui sont disponibles. Ce qu'il faut, c'est mettre en situation pour développer des compétences. Et qu'on ait un handicap ne doit pas être un frein à la mise en situation. Et il faut que l'évaluation des compétences puisse être faite de manière universelle auprès de tout le monde. Et c'est sur ces sujets-là que l'IA a un rôle à jouer, parce que c'est l'IA qui va faire le tampon, ou du moins qui va faire disparaître toutes les difficultés que peut avoir le handicap et aussi tous les biais que nous pouvons avoir quand on n'a pas de handicap. Parce que, alors, un point aussi de vigilance très fort, c'est qu'une intelligence artificielle, quand elle est codée avec des biais, elle ne marche pas. Elle fonctionnera techniquement, mais elle ne pourra pas être déployée sur une population transverse, sur une population globale. Donc il y a encore beaucoup de travail, mais on va très vite. On a des gens qui sont extrêmement compétents, qui font du superbe travail. Et encore une fois, moi je me souviens, j'ai découvert Simplon il y a de nombreuses années, et vraiment bravo aussi pour tout le chemin parcouru. Et il ne faut pas qu'on s'arrête. Et Oméric, le travail qui est fait au niveau d'EdTech et de l'IA, tu pourrais en dire deux mots justement? Aujourd'hui, l'association n'a pas une activité liée à l'IA en tant que telle. C'est vraiment les activités respectives des différents membres, et on essaye de créer des synergies entre ces membres pour qu'ils trouvent des complémentarités, et plutôt qu'avoir à deux fois réinventer la roue, eh bien, qu'ils arrivent eux à travailler ensemble, parce que c'est un coefficient multiplicateur. Hein. On sait tous que 1 + 1, ça fait 3. Il n'y a que des ingénieurs qui ne font pas d'IA pour dire le contraire. Alors, merci en tout cas. On arrive sur les 5 minutes de fin. Donc, on a eu pas mal de partages, hein, partage d'initiatives. Hein, et j'espère que chacun y a trouvé, on va dire, information déjà et envie d'être militant, comme on l'a dit au démarrage. Peut-être je laisserai à chacun d'entre vous, vous voyez, je parle un petit peu pour vous laisser le temps de réfléchir au mot de la fin.
à chacun d'entre vous. Donc, je vais laisser peut-être le mot de la fin. On va commencer par Frédéric. Qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec tous nos participants? Peut-être pour préciser un peu ce mot de la fin, je me permets, faire un tour de table justement pour vous, ce que sont les accélérateurs, on en parlait ce matin dans la conférence, mais la priorité pour nous permettre de changer de rythme et d'aller plus vite sur ce sujet qui est prioritaire évidemment. On voit qu'il y a plein de solutions, mais qu'est-ce qui fait qu'on va plus vite? Merci Bettina. Oui, merci Bettina, très bon recadrage. Moi je dirais les deux manières d'aller plus vite, c'est ce que moi j'appelle, la première c'est ce que j'appelle les Justice League, donc c'est comme dans les films, c'est-à-dire c'est les coalitions de super-héros, c'est-à-dire d'avancer à plusieurs, donc d'où l'intérêt des collectifs comme EdTech France, ou enfin voilà, dès qu'on est à plusieurs ça va beaucoup plus vite. Et l'autre chose, et je crois que c'est ce qui nous rassemble tous ici, en tout cas dans le collectif Impact AI, c'est évident, et dans les tech aussi, c'est la centralité de l'humain sur la technologie. Enfin, je veux dire, c'est ça qui permet d'aller vite. Donc, si on travaille à plusieurs et qu'en plus l'objectif c'est bien l'humain et pas la techno, voilà, sky is the limit, comme on dit. Anne-Charlotte, merci. Oui, je compléterai ça en disant que l'énorme enjeu est aussi sur la formation du corps enseignant et des formateurs, que bien sûr c'est très important de développer les outils de demain et d'avoir la meilleure techno possible, mais qu'il faudra vraiment accompagner le changement en formant les passeurs de savoir, qu'importe l'industrie, et aussi l'enjeu de se raccrocher au wagon européen, notamment à travers le projet Gaia X. Il y a plein de use cases qui sont développés pour le secteur de l'éducation pour construire un hub de données européen et du coup ne pas hésiter à intégrer cette dimension de l'IA, pas uniquement comme un use case précis, mais le diffuser dans tous les use cases. Et donc c'est un peu ce qu'on essaye de faire chez Tech France, on fait partie de ce groupe de travail, que l'IA ne soit pas un sujet de réflexion, mais soit juste une composante de tous les autres use cases. Par exemple, il y a des réflexions autour des datasets de voix, autour de l'interopérabilité de solutions, vraiment faire que l'IA soit un sujet partout, tout le temps, parce qu'en fait c'est ce qui va arriver demain. Oméric, merci. Deux mots, démystifions, ça en fait 3, et la tech au service de l'humain. Merci Oméric. Et Philippe? Oui, moi je pense que ce qui est important, c'est la sensibilisation des plus jeunes sur ces sujets autour de l'IA. C'est eux demain qui seront les chefs d'entreprise, c'est eux qui seront les décisionnaires, c'est eux qui seront à la tête de notre société. Plus on va être en capacité finalement d'informer, d'expliquer ce que c'est que l'IA aux jeunes, et plus demain on aura des gens qui ne vont pas générer des biais dans les solutions qu'ils vont développer, vont être proches des humains et de la planète, puisque c'est les deux thématiques aujourd'hui sur lesquelles les millennials sont le plus sensibles. Et donc je pense que moi je milite pour la jeunesse. Avec mes cheveux gris, mais je milite pour la jeunesse. Mais merci en tout cas Philippe, à tout le monde. Je retiens également la proposition sur la droite également de François Bocquet, de partager, d'aller voir les initiatives à l'international, à partager par tous. C'est bien évidemment ce que l'on fait régulièrement. Je laisserai le mot de la fin à Bettina, puisque je crois que la journée ne s'arrête pas. Donc merci en fait, on va dire à tous. Donc la suite, Bettina, pour ceux qui souhaiteraient avoir encore plus d'informations sur les thématiques développées par Impact IA. La suite du programme, c'est à 17h sur un sujet très concret qui est la formation des managers en entreprise sur les sujets d'IA éthique. Donc c'est à 17h, c'est 45 minutes, ce sera vraiment en format quasi atelier. Et donc on vous attend dans quelques heures pour nous rejoindre. Et merci à tous nos invités, merci à toi Jean-Christophe pour l'animation. Voilà, il est 13h, pile. Pile poil, c'est le talent.